Nous sommes le 17 décembre et nous enregistrons notre 284e épisode, l'antépénultième de l'année 2020, au sommaire de notre revue de presse hebdomadaire. Quand l'une des dimensions de l'impression 3D est infinie, ça fait de très longs ateliers. Quand Google est en perdition, ça fait de très longues minutes d'attente. Quelle évolution pour PeerTube, l'alternative libre à YouTube. Du libre, il en sera encore question avec des nouvelles de CentOS. On parlera aussi de data center plus propre, de drones très autonomes en énergie et d'applications compatibles ou pas encore avec l'architecture ARM de la puce M1 d'Apple. N'hésitez pas à réagir, partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute, c'est ce que je voulais vous dire. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois, soit en direct sur Twitch, soit quand vous le voulez, en faisant votre jogging ce week-end par exemple, ou plus tard dans la semaine. C'est un podcast que vous pouvez écouter, mais que vous pouvez également regarder, vous le savez, puisque nous sommes également sur YouTube. Voici mes petits camarades du jour. D'un côté, Sébastien. Sébastien, bonjour. Et de l'autre, l'un des nouveaux venus dans l'équipe, Picaboo. Salut Picaboo. C'est là. Salut. Bonjour. Deuxième ou troisième fois qu'on te retrouve, et puis là forcément chaque fois tu découvres les autres intervenants. C'est ça. Si tu les connaissais un petit peu avant parce que tu regardais le podcast et tu l'écoutais aussi, donc tu les connais un peu mieux que eux te connaissent toi, en fait. C'est ça qui est rigolo. Ça. C'est un peu ça l'idée. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires, à commencer par CBC92 qui a laissé un chouette commentaire sur Apple Podcast Belgique. Comme quoi, quand on cherche bien, il y a moyen de faire des commentaires encore sur Apple Podcast. Merci également à Pierre Laure, Nicolas Saint-Lay, Corbeau Noir, Gam, William, Eric Andelin, Chapi Chapeau, Ali Moon, JF Didier, G. Bauder, Eric Bourdin, Sombre Papa, Louis Mailly, Jax, Oléastre 57. Et puis également à ceux qui ont laissé des commentaires sur le hors-série que Thierry nous avait proposé concernant le Huawei 5G CPE Pro, vous savez, ce routeur Wi-Fi 5G. Il s'agit de Vasken, de 1908 Anto, ainsi que Stéphane Rodriguez, qui ont commenté ce sujet. Je pense que les différentes annonces des opérateurs, que ce soit en France ou en Belgique, annonçant la 5G pour dans pas très longtemps, a fait un petit peu son petit effet, et donc a conduit pas mal de gens à arriver chez nous, parce qu'on a parlé un peu 5G à cette occasion-là. Ça fait bzz, c'est normal, hein, c'est des geeks, donc forcément il y a des téléphones qui traînent, comme chez Sébastien par exemple. Hein ? Oui ? Non ? Non ? Si. Ah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que on ne parlera pas de l'anniversaire de Netscape, 26 ans cette semaine. On n'en parle pas ? Non, on n'en parle pas. On ne parlera pas non plus de Periscope abandonné par Twitter. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On ne parle pas non plus de Boston Dynamics, qui est devenu propriété du coréen Hyundai. Oui. Mais c'était... Non, ça on n'a pas mis non plus. Mais on l'a pas mis non plus. Mais on a mis d'autres trucs, et c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Est-ce que vous avez un truc, l'un ou l'autre, à rajouter pour votre défense avant de commencer ? On dit peut-être bonjour à ceux qui nous suivent, justement, j'en parlais sur Twitch. Oui, c'est ça. Justement, il y a aussi Sombre Papa, que tu citais dans les commentaires, qui est là aussi. Bonjour. Ben voilà, salut Sombre Papa. Des voiturons et Sissi et Concombre. Des voiturons, c'est Denis Voituron, qui fait lui-même un podcast, qui tient lui-même un podcast que je vous conseille d'ailleurs. Blockmotion aussi. Voilà, ils arrivent tous. Voilà, on n'a pas fini. Ils arrivent tous les uns après les autres. Tous, enfin, en même temps, la liste est assez courte, donc ça va, on peut attendre. Merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à lancer vos commentaires. On ne s'en fera peut-être pas systématiquement l'écho, mais ça fait plaisir de voir que vous nous suivez à ce moment-ci aussi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. On peut commencer notre abécédaire et je pousse sur le bouton pour la première lettre. La lettre A comme Android, et c'est Sébastien qui s'y colle, je pense, oui, c'est ça, pour parler d'Android et du support qui s'étend, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est un truc, une petite brève, mais une bonne nouvelle pour commencer le podcast, je trouve ça sympa. Petit truc sympa, là, tu vois. Ouais. Et le petit truc sympa, c'est qu'effectivement, il y avait Treble, on en a déjà parlé quelques fois. Donc ça, c'était l'initiative de Google pour que la surcouche du constructeur soit facile à implémenter, et donc, du coup, on puisse avoir plus de mises à jour, en tout cas beaucoup plus longtemps et beaucoup plus rapidement par rapport à la sortie d'Android. Donc le projet a déjà quelques temps, hein. La plupart de nos téléphones
En tout cas, les récentes cette année, on en profite déjà. Et donc, à la base, on nous a promis 3 ans de support, ce qui est bien parce que, à part dans les flagships, la plupart, après 1 an ou 2, en général, en Android, tu peux te brosser. Et on passe à 4 grâce à un partenariat avec Qualcomm. Qualcomm qui rejoint le projet, qui dit oui, ok, nous, à partir du prochain processeur, on sait pas tous les anciens, donc voilà, pas de bol. Il faudra encore claquer en 2021 pour un nouveau téléphone si vous avez du Qualcomm et que vous n'étiez pas dans le premier train. Mais ils annoncent donc le support pour leur part, enfin pas pour 4 ans. Il y a un petit peu d'arnaque, si on peut dire, c'est que c'est pour 4 versions. Bon, en principe, on a une version par an. Donc jusque-là, on est censé partir sur 4 ans, mais si en un coup Google se dit qu'il fait 2 versions par an, on l'a dans l'os après 2 ans. Ouais. Ce qui est amusant du coup, c'est de voir aussi l'évolution sur l'image. Je sais pas si tu sais retrouver, pour ceux qui nous écoutent uniquement, c'est le chart avec l'adoption d'Android Pie, Android 10 et Android 11. Android 11 qui commence à avoir un rollout sur des flagships. Samsung l'a sorti sur les flagships de cette année, alors qu'en général, il a été déployé en Belgique, en France hier ou avant-hier. Mais en Belgique, il est aussi disponible depuis hier. En général, Samsung attend toujours le lancement de son nouveau flagship avant de mettre à jour l'OS du précédent, et c'est pas le cas ici, donc on l'a eu un petit peu avant Noël. Donc voilà, ça commence à payer, et quand on voit justement sur les charts, là c'est l'adoption des différentes versions en fonction du temps, et on voit que à partir de un peu près 100 jours sur Android 10, ça explose. Ce qui n'était pas le cas sur les versions précédentes, c'était assez flat. Ouais. Et donc maintenant, on commence à décompter, ça fait 60 jours pour Android 11, et après 60 jours, on a déjà tous les Samsung S20 et compagnie qui sont en train d'être déployés par la marque. Donc, ça risque d'être encore plus court et encore plus violent. Ce qui est bien. Oui, bien sûr, parce que moi, je me rappelle de l'époque, et je pense que tu t'en souviens aussi, où tu avais des annonces, c'était HTC qui était spécialisé là-dedans, qui annonçaient, vous inquiétez pas, on ira jusqu'à telle version, et puis qui abandonnait le jeu en cours de route, et te vlamarie, parce que tu avais un appareil, tu comptais quand même avoir quelques générations dessus, et puis finalement, c'était abandonné après un certain temps. Ici, ça met quand même un tout petit peu la pression, j'imagine, sur le fabricant. Oui, mais ils ont plus tellement de choses. C'est beaucoup plus facile pour eux pour sortir une nouvelle version. Ils ont leur package. Ils disent voilà, tu modifies ça et ça et ça, et tu embarques tes applications, tes modifications. Avant, ils devaient les modifier au niveau de l'OS assez profondément, ce qui est plus le cas ici. Ils ont une surcouche qui leur permet de faire leurs modifs. Et donc oui, ils ont facilité le job des constructeurs. Donc voilà, c'est normal d'une certaine manière que tu y arrives. Précédemment, quand tu avais une version Android qui avait de gros changements, si tu as écrit des drivers au niveau du kernel et que pour un truc spécifique que tu as sorti, tu dois les réécrire sur une nouvelle version. Les efforts font que tu dis ok, tu te mets tout ton focus sur le prochain flagship. Est-ce que du coup, Samsung, par exemple, ne s'est pas un petit peu calmé, parce que je me rappelle qu'à une époque aussi, Samsung, ils te sortaient des trucs qui étaient propres à leur surcouche, tu vois, le truc qui suivait l'œil pour balayer la page, quand tu lisais du texte, des trucs un peu gadgets. Ils sont pas calmés. Ils sont pas calmés, d'accord. J'aurais pu les calmer. Ils ont toujours énormément de fonctions supplémentaires. Ils ont développé énormément, ils ont beaucoup investi. Et en général, la plupart de leurs fonctionnalités sont intégrées par contre directement dans Android 1 ou 2 ans après. Il y a beaucoup de trucs sur lesquels ils investissent, comme leur navigateur, Samsung Internet. Il est utilisé quand même par pas mal de gens en fait. Ouais. Picaboo, comme ça on apprend à te connaître aussi en même temps. Tu es Android toi en smartphone ou pas? Pas Nokia. Non. Voilà, Bebop. Le numéro se termine. Bonsoir. Le fameux Bebop. donc par déduction, oui. Voilà, je suis dans le camp adverse. Le camp adverse. Et tu suis au taquet ou tu es plutôt économe, un peu comme moi? Moi j'ai un SE, j'en suis très content. Non, je suis pas au taquet. Je suis en termes suivants. En France. Oui. Je change de téléphone tous les 3 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'évite les premières versions en général. Voilà.
parce que je préfère éviter de me retrouver avec un truc qui coûte cher et qui potentiellement a des problèmes. Ouais. Mais je trouve bien que sur Android, il se soit un petit peu réveillé, enfin que Google se soit un petit peu réveillé et qu'ils mettent un peu plus à jour rapidement, enfin qu'ils permettent aux constructeurs de mettre à jour rapidement leur système, ce qu'on a sur les iPhones, enfin sur les tablettes et l'iPhone, où il y a un suivi quand même relativement régulier et où ça va un peu plus vite peut-être. Il s'énerve. Et par contre, depuis quelques années, c'est plutôt la marche arrière du côté de chez Apple, parce que moi je trouve qu'il y a des mises à jour qui sont un peu foireuses. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Il y a moyen de critiquer aussi, clairement. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. Ce qu'on a souvent dit, après je vais te donner la parole, Sébastien, mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître aussi, le problème c'est d'Android, c'est cette segmentation qui est faite et qui fait en sorte que ça permet d'avoir des appareils, des smartphones pas très chers, avec un OS qui fonctionne plutôt pas mal, mais dans une très ancienne version même. On a déjà vu ça aussi, hein. Et donc il y a une espèce il y a pas un Android, quoi. Il y a des Android et on sait jamais vraiment sur lequel on va tomber. Il faut le reconnaître. Je dis pas ça en mal, je dis juste que il y a des différences, quoi. Il y a des disparités. Oui. C'est moins le cas maintenant. Alors après, de plus en plus, on le voit, oui, ça c'est sûr. Support pendant 4 ans, j'ai des cale-portes qui prouvent le contraire, qui ont une petite pomme à l'arrière, hein, donc j'ai toujours mauvaise pour certains périphériques. Donc après, pour la fragmentation, quand on en parlait, parce que ce podcast... je veux dire, la plupart d'entre vous qui venez écouter n'étiez même pas nés quand on l'a commencé. Donc c'était même pas loin. Quand on faisait des trucs au silex et avec un bâton et du papier collant. Tu vois, chaque fois que je parle de trucs comme ça, mes gosses me disent « T'as connu les dinosaures ?» Et je pense qu'à un moment, elles y croient, tu vois. Et donc, quand on en parlait à l'époque, il y avait effectivement une fragmentation qui était hyper importante sur les versions d'Android, et ce qui était très dommageable pour les développeurs, parce que tu avais énormément de nouvelles fonctionnalités qui étaient bloquantes. On se dit, oui, mais je vais utiliser, par exemple, une deuxième caméra. Parce que la deuxième caméra, elle n'est pas arrivée tout de suite. Tu vas dire, tu vas utiliser faire une app qui utilise les 2 caméras. C'est un exemple à la con. Hein. Ah oui. Mais tu l'avais dans Lost, tu devais attendre 1 an ou 2 pour que tout le monde puisse utiliser ton truc. Maintenant, il y a tellement peu, en général, de nouvelles fonctionnalités au niveau software qui sont bloquantes que entre un Android 10, un 11, un Android Pie, ton app, elle fonctionne. T'es pas autant dans la merde, si je peux dire, qu'à l'époque où tu devais vraiment programmer des trucs différents. Par oui, parce que quand je disais qu'il y avait des appareils bon marché, je veux dire bon marché d'entrée de gamme, on va dire poliment, qui étaient sous des versions antérieures d'Android, comme tu le dis, effectivement, n'avaient peut-être pas de caméra de face, peut-être n'avaient pas certaines fonctionnalités, n'avaient pas, je vais pas dire de bêtises, mais l'accéléromètre c'est quand même venu très très tôt, mais par exemple, hein, ça pourrait être le cas, ou une taille d'écran particulière, machin, etc. Et donc forcément c'était bloquant, ça bloquait un peu tout le monde, et donc ça rendait obsolète relativement rapidement ces appareils d'entrée de gamme, en fait. C'est ça qui est dommage, parce que quelque part, avoir un smartphone fonctionnel pour, je vais dire une bêtise peut-être, mais une centaine d'euros, c'est super bien, mais il faut qu'il dure. Parce que si c'est pour en changer tous les 15 jours, ça revient moins cher d'acheter un appareil avec une pomme ou un Samsung à 1000 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'as mangé la pomme, c'était à quoi? Tu t'achètes un appareil avec une pomme. Oui, mais t'as bien compris l'idée. Acheter bon marché n'est pas nécessairement économe. C'est ça l'idée. Bref, voilà. Donc 4 ans de support, ça rassure aussi le consommateur que nous sommes. Ouais. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut passer à la suite. A comme app, ou comme Apple, ou comme application surtout, des applications pour Apple ME. C'est vrai qu'on s'est jeté tous un petit peu sur la nouvelle gamme ARM de chez Apple, en disant « Waouh, super, les performances, etc. » Essentiellement, il faut bien le dire, avec des applications
Apple, c'était sans compter évidemment aussi que les éditeurs d'applications doivent suivre derrière et réécrire une partie de leur code pour pouvoir être compatible avec ces nouveaux processeurs. Picaboo, il y a déjà maintenant des comparatifs et on commence à voir un petit peu ce qui fonctionne pas encore, ce qui va fonctionner peut-être demain ou qui est en cours de mise à jour. Ouais, il y a un site qui s'appelle MacG qui fait toutes les semaines, plusieurs fois même par semaine de temps en temps, une récapitulative des applications qui sont compatibles ou presque compatibles ou pas compatibles du tout encore avec les nouvelles puces d'Apple, les M1, puces Apple Silicon. Alors, c'est globalement et dans la grande majorité des applications qui sont présentées, on est à peu près bon. C'est-à-dire que si vous débarquez sur si vous achetez un Apple dernière version, un Mac dernière version, un MacBook ou un MacBook Air, vous devez pouvoir travailler tranquillement, sauf cas très spécifiques où certaines applications ne seraient pas encore développées. Et ne serait pas encore compatible totalement avec cette puce-là et avec Big Sur, donc Big Sur ou Big Sur, je sais pas comment on dit. Big Sur. Le nouveau système d'Apple pour les puces M1. Donc, si par exemple vous faites de la musique, par exemple, avec Cubase, par exemple, pour l'instant, il vaut mieux attendre. Je vous conseille il vaut mieux attendre pour passer sur un nouvel ordinateur un peu puissant comme il est prétendu être. Mais a priori, tous les benchmarks qui sont donnés sont tous dithyrambiques sur la chose. Ouais. Mais Steinberg, qui fait donc Cubase, n'a pas encore sorti la version de son logiciel. Ouais. Donc attendez un petit peu. Et il y a d'autres logiciels qui, pour l'instant, sont en attente. Alors par exemple, si vous travaillez avec des tablettes graphiques de chez Wacom par exemple, attendez, puisque les pilotes ne sont pas sortis non plus. Ne devraient sortir, je crois, que mois de février, quelque chose comme ça. Alors c'est assez bien foutu le récapitulatif proposé par GMAC, c'est GMAC, j'ai oublié le nom du Mac Génération, pardon. Parce que voilà, c'est très légendé, etc. C'est pour ça que je monte et je redescends. Désolé si vous êtes devant l'écran et que vous avez tout d'un coup un haut le cœur parce que je bouge trop dans l'image. C'est parce que je regardais la petite légende et c'est vrai qu'il y a des applications qui sont pas encore disponibles nativement pour le processeur M1, mais qui fonctionnent ou peuvent fonctionner grâce à Rosetta, qui est la petite application de portage d'une version vers l'autre. Ça, c'est intéressant à savoir aussi pour ceux qui ont vraiment envie d'y goûter rapidement, d'avoir cette action-là. Je fais juste une petite parenthèse parce que je lisais aussi par rapport à la vidéo, par exemple, Final Cut Pro. C'est une application Apple, elle fonctionne, paraît-il, alors je testerai moi-même, mais du feu de Dieu sous cette version-là. Oui. Par contre, les plugins écrits par des tiers, ça dépend. S'ils ont été, voilà. Et donc là, il faut être un petit peu, si vous avez beaucoup de plugins Final Cut, il va falloir peut-être attendre un petit peu pour pouvoir renouveler le stock et faire des mises à jour de ces fonctionnalités-là, par exemple. C'est des petits détails, mais c'est important. Dans le même style, moi j'utilise Final Cut aussi pour faire du montage, et j'utilise un périphérique de montage qui est un Shuttle Express. Oui. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est une espèce de petite roulette. Je sais pas si vous allez le voir. C'est une petite molette. Hop là, ça voilà. Voilà. Non, dans l'autre côté. Voilà. Là, je vais choper. Voilà, c'est ça. Donc, pour faire du montage. Le bouton, on l'appelle en vidéo, on appelle ça le jog. Voilà, c'est pour avancer plus rapidement, revenir plus rapidement et aller à image par image. Voilà. C'est ça. Et ben, par exemple, ça, c'est pas là pour l'instant, le pilote de ça est en bêta. Il est sorti il y a 2 jours, je crois, en bêta. Donc, il vaut mieux, si vous en avez besoin d'un titre professionnel, attendre un tout petit peu que ça soit bien rodé, on va dire. Ouais. Parce que pour le moment, c'est pas encore très très fonctionnel. Moi, je l'ai installé sur ma machine d'essai à côté. C'est pas génial pour l'instant. Il y a encore des bugs. Mais voilà. Et après, il y a à titre professionnel aussi, vous avez des choses comme AutoCAD, par exemple. Oui. Pour les gens qui dessinent, AutoCAD n'est pas prêt du tout. Il n'y a pas d'annonce pour l'instant de date de sortie. Ouais, ça, si vous travaillez sur Mac ou AutoCAD, attention, méfiez-vous, c'est pas gagné. Ouais. Par contre, son petit camarade de jeu en face, Archicad, lui est prêt déjà.
Oui. Donc ça, c'est très spécifique, hein, voilà. Ouais. Et bon, voilà, c'est pour vous dire qu'il existe une liste qui fait ça. Et alors, en plus, il existe aussi, alors on peut en trouver plusieurs, mais là, je vous en ai mis, il y en aura une dans les liens, qui est une petite application qui s'appelle Imobi M1, alors App Checker. Voilà, bon, D'accord. vous l'installez. Et sur votre ordinateur tel que vous l'avez aujourd'hui, avant de changer, avant d'aller sur les Mac Apple Silicon, avant de passer sous Big Sur, évidemment, et elle va examiner toutes les applications de votre machine et vous dire application par application si elles sont 32 bits, 64 bits, donc Intel dans ces deux cas de figure, si elles sont universelles. Donc, si elle fonctionne et sur Intel et sur Apple M1, Apple Silicon, ou si elle fonctionne pas du tout, ni sur l'un ni sur l'autre, ou uniquement sur l'autre à côté. Voilà. Sachant que dans la version où elles sont universelles, elles fonctionnent avec Rosetta 2, qui a été la nouvelle version de l'émulateur mis en place par Apple. Moi, je trouve ça plutôt malin. Hein. Enfin, cette application-là, je trouve qu'Apple aurait dû le faire. Par contre, c'était un peu leur rôle de faire cette application de test. Hein. Faut être très clair. C'est simple à faire. Ils auraient pu le proposer. Bah oui, parce qu'ils avaient tous les outils à disposition et en plus de ça, ils ont les contacts avec les éditeurs, donc ils peuvent même agrémenter l'information de quand est-ce que ce sera disponible éventuellement ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir mis la main à la pâte eux-mêmes. Ceci étant dit, on voit que ça s'active et que c'est une transition qui semble être portée, enfin, qui commence à qui se fait, je vais pas dire sans heurts, parce que évidemment on a toujours envie de. Ceci étant dit, c'était assez malin aussi de démarrer avec des machines pas très chères, un peu d'entrée de gamme entre guillemets, Mac Mini, etc. Et de se dire que finalement l'utilisateur moyen ou professionnel va encore attendre un peu avant d'y passer et que là normalement les plâtres seront essuyés. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui est toujours très très critique. Hein, dès qu'il y a de la pectine quelque part, il se met à critiquer. Donc voilà. Genre. Genre. J'ai la critique facile, quelle que soit la marque. C'est vrai. A priori. Oui. Écoute, je regardais la liste en curiosité pendant qu'on énonçait quelques softs. Il y a des trucs qui me font tiquer quand même sur des softs qu'on n'a pas cités ici. Tu vois, il n'y a pas de support pour Google Drive, pour Box, ou pour des trucs plus chiants sur des devs comme VMware ou VirtualBox. Oui. Et donc, clairement, ou Parallels Desktop, il y a voilà, c'est pas une machine où un dev va pouvoir réellement. Mais est-ce que c'est une machine de dev? Tu vois, est-ce que le Mac Mini ou le MacBook Air est une machine de dev dans l'immédiat? Hein, des Mac. Tu vois, on en utilise une d'une certaine manière. T'es obligé d'en avoir une pour pouvoir déployer des trucs sur l'App Store. Et t'as pas forcément envie d'aller claquer pour une grosse machine. Oui, juste pour compiler. Ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais le cas. Hein. Je veux dire, c'est une phase de conversion qui prend sans doute du temps, plus de temps pour un éditeur que pour un autre, parce que il a fait son étude de marché peut-être aussi, en se disant c'est pas urgent, parce que c'est pas une machine de dev. Ouais, Google Drive, c'est pour des devs, tu vois, Google Drive, Box. Je voyais Skype, par exemple. Tu vois, ne pas être compatible avec Skype. Enfin, voilà. Mais en même temps, c'est Skype, c'est Microsoft. Ils vont, je sais pas ce qu'en pense Denis sur le chat, mais ça va venir. Je veux dire, c'est dans les box, quoi. Il faut attendre. Faut être un peu patient. Ouais, il y a quand même beaucoup de trucs pas compatibles, quoi. Oui, mais ça va venir. La virtualisation, c'est plus compliqué parce qu'on est passé sur des puces ARM et que Windows ou ARM. À ma connaissance, hein. Moi je suis pas un expert, donc voilà, je travaille pas sous Windows, mais il y a des choses, ça va être compliqué. Il y a des choses qui seront plus compliquées que d'autres, sûrement. Voilà. Mais s'ils ont choisi de changer de processeur, c'est pas pour se mettre à dos des gens, c'est pour essayer de faire mieux. Mais sans doute un petit pourcentage ne seront peut-être pas contents. N'empêche que quand on voit effectivement, tu parlais des benchmarks qui sont sortis et de l'avis général, même de gens qui sont pas nécessairement pro Mac ou quoi que ce soit, mais qui sont un peu comme des gens comme moi. J'ai presque envie de dire, disons, des utilisateurs, il faut juste que ça marche, il faut que ça fonctionne, et qui sont vraiment très positifs par rapport à ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Je suis pas sûr que je sauterais tout de suite sur une machine si elle était disponible, mais dans 6 mois, 1 an, pourquoi pas, quand les plâtres seront essuyés. Seb. Alors, il y a 2 commentaires. Alors, j'aime bien, c'est qu'il y a Benoît qui nous suit,
qui est un de nos chroniqueurs, salut Benoît, qui nous dit effectivement justement que Microsoft ne vend pas Windows pour RM au public. Non, effectivement. D'ailleurs, ils ont essayé par le passé. Ça s'est pas bien passé. Ils sont pas encore spécialement prêts pour. Et un autre Shubistar qui, effectivement, nous confirme que Skype et Teams sont très performants sur son M1, même s'ils ne sont pas encore en natif, mais via Rosetta, ça marche très bien. Ouais. Oui, ça, on peut avoir des surprises, des fois des trucs qui fonctionnent mieux sur Rosetta que nativement sur Windows, ce qui peut être alors, la petite blague, si je peux, mon dernier mot sur l'histoire ici sur l'ARM, c'est que il y a un grand gourou du libre que je vais citer évidemment, hein, qui s'appelle Linus Torvalds, qui à l'annonce du truc nous a quand même dit que un de ses rêves, qu'il n'avait pas le jour d'avant, hein, mais c'est de pouvoir balancer un Linux sur la machine. Donc, inévitablement, je pense qu'il y aura du challenge et une petite distribution Linux qui va tourner un jour ou l'autre sur le Mac. Ça va forcément venir, de toute façon. Ça vient forcément venir. Ouais. Ok, bon bah écoutez, moi je pense qu'il faut garder ce truc à l'œil. Ce truc, genre, un peu dédaigneux. Non, il faut garder ça à l'œil parce que c'est, une fois de plus, je reviens à mes trucs, à ce que moi j'ai l'habitude de faire, pouvoir monter des vidéos sur un Mac Mini d'entrée de gamme, comme on le faisait avant sur un MacBook Pro qui coûtait quand même une blinde. Voilà, ça se pose là, quoi. Il faut un peu y réfléchir à un moment donné. Donc voilà, on peut passer à la suite parce que ça, vous avez vu l'heure ? Vous avez vu l'heure ? On a commencé il y a 26 minutes. On a des bavards aujourd'hui, hein, ça je vous le dis tout de suite. Et c'est normal en même temps, hein, c'est un podcast, mais 26 minutes de sujet. ce jogging-ci va être très très long. On est à la lettre C. C comme CentOS. Et c'est quelqu'un qui nous en a peut-être parlé, qui m'avait envoyé un message pour me demander si on allait en parler. Bah voilà. Ah oui, mais ça va même avant le message, je te promets qu'on allait en parler. Et on en parlera certainement ou probablement encore la semaine prochaine. La fin d'année. Dans 2 semaines. Fin d'année, dans la prochaine semaine, parce que faut que ça se tasse. Et donc, CentOS, distribution qui est quand même largement utilisée côté serveur, c'est, alors, je ne vais plus dire de bêtises, mais je pense que c'est la 3e plus importante, le 3e OS le plus important au niveau des serveurs qu'on retrouve aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Et j'avais les 2 premiers, je vais vous les redire pour pas me tromper, mais c'est une Debian de toute façon. Il y a un fork, c'est Ubuntu le premier, Unix le 2e, et le 3e on est sur CentOS. Et donc CentOS, c'est, pour ceux qui connaissent pas du tout, une version libre de ce que Red Hat propose. Donc Red Hat, c'est une des distributions Linux qui date du siècle dernier, une des premières et à mon sens, mais je ne fais pas de patriotisme là-dessus, une des meilleures distributions. et donc, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Hein. Et donc, Red Hat fait du professionnel, donc tu dois payer une licence 300-400 € par an pour mettre un serveur sur Red Hat, ou plus, ça dépend des services que tu veux, du nombre de processeurs. Il y a toute une offre en l'occurrence. Et Red Hat, pendant des années, comme beaucoup d'autres boîtes, ont essayé de vendre du support, et ça se vend pas facilement le support. Ça a été le créneau pendant des années dans le livre en disant on va te donner tout gratuit, par contre si tu as une question, tu te démerdes, ou tu nous payes. Et finalement, le meilleur modèle qui existe, ça reste quand même de te fournir du libre, mais tu payes le produit. Donc Red Hat fournit du libre, mais pour pouvoir l'utiliser sur des serveurs, tu dois douiller, tu dois mettre la main à la poche. Et ça fait tourner le business, ça fait tourner la machine. Alors Red Hat s'est pris énormément de bois vert sur l'histoire. Je vais revenir sur la base. Donc Red Hat, des gars qui se sont dit je vais faire quelque chose comme le professionnel de Red Hat, mais que tout le monde puisse utiliser sans payer un copec, CentOS. Et donc les mecs ont commencé à installer ça sur plein de serveurs. C'est normal, c'était un truc prévu pour du stable. Stable, ça veut dire que ici tu vas prendre un CentOS 7 et tu sais que pendant 5 ans ou 10 ans tu vas avoir du support pour les fixes, etc. Et Red Hat a décidé qu'on ne faisait pas de nouvelles releases de CentOS, mais maintenant qu'on allait faire une version continue. C'est-à-dire que tu n'as plus de nouvelles versions, tu as une version qui sera tout le temps mise à jour.
ce qui est plus tout à fait la même philosophie que le fait d'avoir, tu choisis la 7, la 8, et tu sais que pendant, tu l'as installé en 2020, tu l'as sorti en 2020, 10 ans plus tard, t'es toujours bon. Non, c'est plus la même philosophie. Ça a fâché un peu les esprits, mais voilà, d'une certaine manière, je comprends, c'est une boîte commerciale. Il gère aujourd'hui Red Hat, il gère Fedora, il gère CentOS. Bon, voilà, il simplifie un peu le principe. Pour que je comprenne bien, ça fonctionne du coup sur quoi? C'est un abonnement? On paye au mois? On paye je pense, parce que ça me fait un peu penser CentOS reste gratuit. CentOS, t'as jamais payé un copec pour ça. Hein. Okay. Tu l'installes, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il a eu son succès, comme la plupart des autres distributions. Ubuntu, oui, c'est ça. Pas un copec, c'est petit quoi. Hein. Et effectivement, Ubuntu a aussi des versions sur du long time support, LTS. Et donc là, oui, c'est facile. Tu sais que t'es bon. Maintenant, après, c'est des choix, c'est des questions de religion, et c'est ça que Sébastien, je pense, l'autre Sébastien, a une opinion qui est assez différente sur certains points. Moi, au niveau serveur, je trouve ça assez délicat quand tu pars sur des trucs aussi sur un aussi long terme. C'est-à-dire que tu vas t'embarquer sur une Ubuntu aujourd'hui avec pour les 10 prochaines années. Dans les 10 prochaines années, tu vas passer à côté de certaines évolutions, certains nouveaux paquets, et donc tes deux philosophies qui s'affrontent entre le gars qui dit je veux construire un serveur aujourd'hui et il va pas bouger pendant 10 ans, ou la boîte qui se dit non, je vais devoir faire des évolutions, il y a des softs qui vont évoluer, qui vont changer. Et oui, ça va demander des investissements, ça va demander du dev, du testing, ça va demander plein de trucs. Mais tu vas profiter d'amélioration de performance, tu vas profiter de nouvelles fonctionnalités, tu vas profiter de plein de trucs. Et donc tu retrouves pas des distributions comme Fedora dans beaucoup de serveurs. Moi personnellement, c'est la distro que je vais utiliser en serveur, mais t'es obligé de faire des updates 2 fois par an. Donc, et c'est des updates majeurs, mais tu dois les faire de toute façon. Oui. Mais ça a un coût aussi. Enfin, du coup, ces mises à jour occupent du temps, de l'argent, des moyens. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, il y a toute une série d'arguments et je suis pas d'accord. La dernière mise à jour qu'on a faite, Fedora 33, qui est sortie fin octobre, un truc comme ça. Le downtime pour la mise à jour, 6 minutes. Alors, 6 minutes 2 fois par an. Bon, alors, il y a quelques versions, t'allais y passer un quart d'heure. Ici, 6 minutes, montre en main, tu lances l'update. Et jamais d'obligation de rollback à un moment donné parce que ça a foiré ou des trucs un peu urgents. En principe, si tu fais ce genre de truc, de toute façon, t'as des VM. Hein, donc, c'est une VM, t'as un backup derrière et tu relances. Mais il y a 10 ans, tu faisais un update de Fedora, tu pleurais. Donc, ok. Aujourd'hui, tu fais ce genre de truc. Et c'est le principe ici, comme des rolling release. Hein. Tu vas te faire des mises à jour, tu vas lancer, et tu vas te prendre 200 paquets dans les dents. Voilà, tu serres les fesses. Hein. Il était temps que ça passe. C'est ça. Il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux à faire de l'informatique un peu, comment je vais dire ça, domestique et pour s'amuser, pour tester des choses, etc. C'est mon cas, c'est sans doute le cas de Picaboo aussi, de certains de nos autres chroniqueurs. Ici, on parle quand même d'un usage professionnel. Donc, c'est ta vie qui tient à ce truc, à un moment donné. Voilà. Ta vie, est-ce que ta vie... Alors c'est marrant parce qu'ils sont faits, allez voir sur les articles qu'on met en source, sur le site lestechno.be, ils se sont fait démonter, évidemment, sur l'annonce, ce que je comprends, tout le monde n'est pas content quand tu dois faire des investissements là-dessus, mais en même temps, quelques jours après, tu vois qu'il y a une série de personnes qui se sont dit, ouais, alors en fait, entre m'emmerder à changer de distribution ou passer sur la RHEL, donc la Red Hat officielle payante, il dit j'ai 2 clics à faire, je paye 300 balles, je le fais. Et donc quand tu vois ce genre de réaction, commercialement tu peux dire Red Hat a raison, ils doivent simplifier leur offre, ça sert à rien de s'emmerder. Ils ont Fedora à côté, ils ont Red Hat, pour le reste c'est pas à eux de faire d'autres distributions. Ce qui j'en vient à, et c'est ma conclusion parce que je suis vrai qu'on n'est pas couché. Il y en a d'autres. Il y a un des fondateurs de CentOS qui s'est dit oui, ok, pas content, hein, on va faire un autre truc. Il y a des alternatives qui arrivent, Rocky Linux entre autres. Ça c'est celui qui est à l'initiative d'un des fondateurs de CentOS. Et donc il y a déjà plein de gens qui suivent.
il y aura d'autres alternatives. C'est comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps dans les distributions. Chaque année, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, il y en a des centaines et des centaines. Voilà. On va pas s'étendre plus, parce que c'est vrai qu'on a pris déjà beaucoup de temps sur cette première partie de l'épisode. Une remarque de Denis, mais c'est une remarque qu'on formule nous-mêmes régulièrement. Est-ce qu'on n'est pas parti plus sur une notion de service plutôt que de vente de matériel ou de software, tu vois, ça vient de pair avec l'idée du cloud, par exemple, avec ce côté un peu plus orienté service, quoi, plutôt qu'autre chose. Voilà, on va pas ouvrir le débat. Mais... Oui. C'est l'offre de Red Hat et compagnie. L'offre de Red Hat, tu as installé, tu as un problème, tu les appelles, ils t'aident. Le CentOS, tu as un problème, tu les appelles, il n'y a pas de numéro. Ouais, ok, bon, si vous avez des commentaires à formuler sur cette question, n'hésitez pas à les faire. Et du coup, comme il y aura un répondant derrière, il y en aura certainement, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. D, la lettre D, c'est encore Sébastien qui va garder la parole pour le coup, pour parler de data center. Ça va prendre moins de temps, à mon avis, de parler de Google qui passe du diesel à la batterie ou au solaire. J'ai presque envie de dire aussi, c'est ça l'idée. Hein. Ouais. Et c'est où C'est chez nous en Belgique. En Belgique. Ouais. Hey, c'est chez nous qu'on commence une innovation Google. Ouais. Ah ouais, alors là, content le petit Belge. Et alors, alors, la photo est exceptionnelle. C'est qu'ils prennent de l'énergie solaire. Alors, ils prennent de l'énergie solaire pour charger des batteries en Belgique. C'est tous les mecs du Sud, hein. C'est chez nous qu'ils viennent chercher l'énergie solaire, les gars. Autant faire ça en Écosse ou en Irlande ou autre. Non. Allez, sérieusement là-dedans, le problème de tous les data centers, c'est il faut qu'il y ait toujours de l'électricité. Hein, c'est quand même facile. Et donc, pour qu'il y ait toujours de l'électricité, parce que malheureusement, et parfois il y a quelqu'un qui trébuche dans le câble, ils ont des groupes diesel. Les groupes diesel, ça s'allume, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de diesel, beaucoup de pollution. Ça se sent mauvais. Et surtout, ça pue. Et puis surtout, c'est des installations qui sont gigantesques, qui coûtent un pont et qui sont utilisées en général pas ou très peu souvent. Donc, c'est un investissement énorme pour être sûr de ne pas tomber en panne. Même que ça leur arrive de tomber en panne, mais ça, c'est un autre problème, on y revient. Et donc, Google s'est dit, et c'était assez finement joué, que ils allaient plus travailler avec des diesels, mais avec des batteries. Et en mettant des batteries, ils disent, on va solutionner un problème. Le problème de tous les producteurs d'électricité, c'est qu'ils ne savent pas stocker de l'électricité. Et ça, c'est effectivement un problème majeur. Quand on produit de la haute tension, on ne sait pas stocker de la haute tension. Ou alors, on fait comme en Belgique, on a un truc qui est CO. Donc CO, on fait sauver... Oui, c'est une centrale hydroélectrique. Mais comme chez nous, on n'a pas beaucoup de dénivelé, ils se sont dit on va le créer nous-mêmes, on va mettre un bassin en haut d'un truc et quand on a trop d'électricité de nos centrales nucléaires, on monte l'eau et puis quand on n'en a pas assez, on la redescend. C'est ce que Google veut faire avec ses batteries et ses panneaux solaires. Ils disent quand on n'en a pas besoin, on la balance sur le réseau et on peut utiliser les batteries pour alimenter le réseau si à un moment il n'y a pas d'énergie solaire à nuit, qu'il n'y a pas d'énergie éolienne, mais que le réseau a besoin d'électricité. Donc, il faut le servir de tampon en même temps pour le réseau et pour le data center. Ce qui est, finalement, assez intelligent. Et du coup, ils sont pas tout seuls. Ils sont avec Elia, qui va les aider sur le sujet. Et ils sont d'énergie en Belgique. Ouais. Et ils sont spécifiquement en Belgique, non pas pour l'énergie solaire, parce que le soleil... on l'a plus vu depuis des années, il est parti. Mais parce qu'effectivement, on a une certaine compétence en Belgique en la matière, qu'on a déjà fait ce genre de truc, et il n'est pas impossible que... Décidément, je suis désolé pour le son. C'est l'heure de la... Allô, maman, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui laissent leur téléphone branché pendant le podcast? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est une bonne idée. Je sais pas ce qu'en pense Picaboo. Déjà, c'est écologique, c'est bien.
Ah oui, c'est écologique, ouais, c'est sûr. Ils ont le mérite de pouvoir se permettre de tester des solutions Bien sûr. De rechange, ce que ne pourraient pas faire, je pense, des entreprises moins rentables que Google. Oui, mais quelque part, à un moment donné, tout le monde en profitera parce que certes, c'est vrai, on l'a déjà dit, et c'est souvent le cas d'ailleurs avec les GAFAM, c'est qu'eux aussi essuient les plâtres et investissent et surinvestissent dans des solutions, se cassent les dents des fois, et on voit en bout de course, on voit ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ça peut aussi aider les plus petits à se dire bon ben on va pas le faire parce que ça, eux ils l'ont déjà testé, ils se sont déjà cassé les dents sur le truc, ça c'est peut-être pas à faire. Tandis que cette solution-là, ça fonctionne plutôt pas mal. Enfin, je dis celle-ci, peut-être pas celle-ci, mais certaines solutions choisies fonctionnent plutôt pas mal. Ça vaut peut-être la peine de se creuser un petit peu la tête pour essayer d'aller dans ce sens-là. Pourquoi pas, finalement. Moi, je trouve que c'est plutôt... Alors, il y a toujours cet effet d'annonce, greenwashing, etc., qui va de pair avec ce genre d'annonce. Il faut le dire aussi. C'est pas tout à fait innocent. On va poser la question, comment est créée l'électricité ? Voilà. On peut se poser la question, à la base, l'électricité vient d'où ? Des panneaux solaires, l'idée c'est ça. Panneaux solaires et éoliens. Ouais. Donc c'est a priori, voilà. Après, effectivement, la fabrication des batteries, la fabrication des éoliennes, la fabrication, toute activité humaine pollue. Soyons clairs, manger un cassoulet, ça peut polluer, par exemple. Donc, oui, mais les diesels aussi, tu vois. Les diesels, tu vois, faut faire la balance. Jamais de cassoulet, qu'est-ce que tu nous racontes ? Mais ceci étant dit, en face de chez moi, il y a un chantier, ils alimentent la grue avec un groupe électrogène. Quand le vent tourne, je peux vous dire que le matin, quand je me réveille, je suis mauve. Donc, et voilà, et je trouve ça complètement idiot. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et on peut rien faire contre. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que les groupes électrogènes, c'est peut-être pas la manière de fournir de l'énergie la moins polluante. Voilà, la plus propre. Il y a un data center derrière chez moi. Le jour où ils ont retesté leur groupe électrogène, il y a eu un nuage noir qui a flotté au-dessus du bâtiment pendant bien 2 heures. C'est parce que voilà, ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas fait tourner, manifestement. Donc, c'est censé faire ça plusieurs fois par an. Oui, mais supposément. Oui, mais, le jour après, il y avait des porte-à-cabines avec des groupes électrogènes au pied du bâtiment. À mon avis, ils ont eu quelques petits soucis. Donc voilà. Bon, on peut passer à la suite du point. Quoi ? Je voulais dire, je peux poser une devinette ? Vas-y. Parce qu'on a les questions, on est déjà certainement à la moitié. On est largement. En temps. Alors, s'il y en a qui ont entendu, parce que voilà, il y a la sonnerie, c'est reconnaître la série qui était derrière. Alors, je vais donner quand même un indice. C'est une série de science-fiction. Et alors, je veux effectivement parce que c'est non seulement le générique de la série, mais ici c'est un épisode précis de la série. D'accord. Donc il faut le nom de la série, l'épisode précis, et à quelle minute. Voilà. Et à quel moment vous l'avez entendu le téléphone sonner. Donc voilà. Qui a sonné ? Qui m'a appelé ? Si vous savez qui, là, L'avantage, c'est qu'en podcast, vous pouvez revenir en arrière, réécouter. Pareil sur YouTube, n'hésitez pas. Et tant que vous êtes là, mettez un pouce vers le haut. Ça, voilà, comme ça, c'est fait. Parce que des fois, on oublie. Donc faites-le maintenant, comme ça, c'est fait. On était à la lettre D, toujours comme drone, cette fois, Picabo. On va parler d'un drone qui fonctionne à l'hydrogène. On est encore dans cette notion d'énergie et d'économie d'énergie ou de trouver une autre énergie, en gros, et de l'autonomie. On est plus là sur le principe de trouver une autonomie au drone en question, puisque là on parle d'un drone qui est en développement en collaboration entre la Marine nationale des Pays-Bas, néerlandaise, et alors je vais le lire parce que je ne sais jamais retenir la chose, et le laboratoire de micro-véhicules aériens de l'université de technologie de Delft. Voilà, c'est un peu long, mais c'est ça. Oui, donc avec la marine royale et la garde côtière, ils ont développé un drone qui a 12 ou 16 moteurs, je crois, je ne sais plus, et qui fonctionne donc à l'hydrogène. Il dispose d'un réservoir qui doit faire 6 litres 8, qui résiste à une pression de 300 bars, je crois, et qui développe et qui alimente une pile à combustible de 800 watts pour faire voler le drone pendant 3 heures et demie au-dessus de l'eau.
tout bêtement. Ouais. Alors le drone est très très léger puisque on le voit dans la vidéo qui est présentée. En fait, il a simplement 2 ailes avec les moteurs qui sont installés dessus, et le corps du drone est une espèce de tube en polystyrène dans lequel on enfile le réservoir d'hydrogène, qui est en fait en fibre de carbone, tout bêtement. Et puis il lance le drone qui décolle quasiment à la verticale. Et qui vole pendant 3h30 pour faire de la surveillance côtière, donc évidemment, puisque c'est en accord avec la garde côtière et la marine nationale. Voilà. Donc un peu original, et puis surtout en termes d'autonomie, c'est assez considérable. Voilà. Surtout que, vu le nombre de moteurs, la puissance du bidule, c'est pas un gros engin, hein. Ceux qui ont la vidéo le voient, c'est quand même beaucoup plus gros qu'un DJI pour aller faire des photos aériennes telles qu'on les connaît. C'est quand même un gros bébé, mais le nombre de moteurs, le fait que c'est au-dessus de l'eau, donc on imagine qu'il y a un facteur éolien considérable qui oblige aussi ces moteurs à être très réactifs et donc à consommer plus qu'accoutumé que simplement d'aller du point A au point B. Donc voilà, c'est plutôt bien vu. Ouais. Il fait 13 kilos et il fait 3 mètres d'envergure, pour donner un peu une idée de la chose. Et même s'il avait la moitié de ses moteurs qui tombaient en rade, il pourrait encore voler. Il pourrait encore tondre. Voilà. c'est pas une tondeuse. Tondre, je sais pas, peut-être. Donc, oui, peut-être aussi, pourquoi pas, finalement. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de ce genre d'application, hydrogène, énergie, etc. C'est pas trop ton truc, toi. T'en fous. Non, j'aime bien les drones, mais disons qu'en Belgique, la mer, on a ça de côte, alors... Oui, et on se la partage avec les Pays-Bas, d'ailleurs. Dès qu'il s'agit de faire un truc. C'est vrai. Mais enfin, bon, on pourrait l'utiliser dans d'autres cas de figure. On a déjà vu ça. Il me semble qu'il y a une application qui permet, par exemple, de surveiller les cultures pour analyser le sol, etc. Avec des drones qui tournent en permanence. On a vu ça aussi, je pense, pour justement récupérer du bétail. Alors après, ça dépend aussi des pays. C'est clair que ça a peut-être plus d'intérêt en Australie qu'aux Pays-Bas ou en Belgique. Mais voilà, parce que on a perdu le petit veau. Voilà. Enfin bref, ce sont des applications qui sont à développer. J'ai envie de dire ça comme ça, et je trouve ça passionnant personnellement, ce type de développement. Non. Oui. Et puis ça va surtout aider. Oui. Je disais, ça va surtout aider à développer l'hydrogène dans bien d'autres applications que le drone, tout bêtement, oui. Mais peut-être dans la voiture un jour, dans votre voiture, madame, monsieur, dans votre moto, dans votre vélo peut-être. Alors il faudra voir comment on produit l'hydrogène aussi, hein, parce que l'hydrogène n'est propre que lorsqu'il est produit avec une énergie propre. Pour l'instant, on produit surtout de l'hydrogène avec des hydrocarbures, malheureusement. Avec du méthane, oui. Enfin, voilà. Mais la chose, c'est que plus on va avoir d'utilisation, plus il y aura une recherche derrière pour effectivement faire évoluer la création de cette puissance, enfin, de cette énergie qui est potentiellement propre, puisque ça rejette que de l'eau à l'arrivée. Donc, mais avec pour l'instant en tout cas, avec un rendement qui se pose là quand même. Hein. C'est pas si on fabrique de l'hydrogène avec de l'électricité, c'est ça. Ouais. Derrière, je crois, c'est 20%, je pense, de rendement ou quelque chose comme ça. C'est pas énorme. Enfin, quoi qu'il, ça mérite des développements. On passe à la suite. Et on en est à la lettre G comme Google. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Google, Sébastien, il y a eu un petit souci. On va dire ça comme ça. Il y a eu une petite bévue de 45-46 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Ça nous a paru être des heures sur le coup. C'était quand ? C'était avant-hier ? C'était mardi, mercredi ? C'était lundi. C'était lundi, comme le temps passe. Pour moi, c'est comme si c'était hier. C'était lundi. C'était lundi. Et j'en vérifie dans ma tête. A priori, ça doit être ça. Ouais. Si, c'est ça, c'est lundi. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, mais non, je me suis dit, j'avais quand même envie de le mettre en me disant, ouais, on a vu. Tu vois, c'est un peu ça. Oui, et puis c'est aussi question de se dire à un moment donné, tiens, on fait un podcast technologique. Si on n'en parlait pas. C'est ça. Alors, ce qui est gênant, mais je pense que je le dis à chaque fois qu'il y a un de ces gros trucs qui claque. Et là, je suis certain que Sébastien va fulminer quand il va entendre ça. C'est que c'est quand même dommage de dépendre pour toute une série de tes services
de grosses boîtes comme Google, comme Amazon, comme Microsoft, et que quand il y en a un qui tombe, la moitié de la planète tombe. Et c'était le cas ici, Google tombe, et en un coup, tous les services qui disent bon, Google est down, Internet est down. Non, Google est down, mais encore 2-3 trucs qui fonctionnent. Le reste fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a plein de services qui sont morts, et tous les services qui aussi utilisaient Google comme authentification, parce que voilà, on l'utilise soit. C'était surtout ça qui était impacté. C'était surtout l'authentification en fait. C'était à la base. Donc à la base, effectivement, ils avaient une modif pour un serveur dans une région spécifique. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Peut-être qu'effectivement, il y en a juste un qui avait un code pourri qui s'est laissé passer comme niveau ni connu. Mais l'explication officielle, c'est il y avait effectivement une mise à jour sur un serveur d'authentification qui devait faire spécifiquement pour une région. Ils se sont plantés, ils se sont viandés, ils ont balancé ça partout et ça a tout éclaté. Donc voilà, ça c'est on s'excuse, on le fera plus, on va mettre des trucs en place, on peut toujours du truc de qualité, etc. Donc ça c'est tout le blabla classique et normal après une panne de cette envergure. Ça a été corrigé quand même assez vite, 45 minutes. Je pense que tous les ingénieurs couraient dans tous les sens, mais le temps de trouver le mec qui en est responsable, qui appuie sur le bon bouton, 45 minutes, c'est pas mal. Finalement, on s'en sort bien et ils ont récupéré assez facilement parce que l'après-midi, tous les services fonctionnaient bien. Facebook a eu une des pannes très récemment qui ont été plus longues et plus périlleuses. Ouais. Il y a eu quelques effets de bord inévitables, je serais tenté de dire. Moi, c'était assez rigolo parce que, pour la petite histoire, j'étais en train de faire la mise à jour de mon Android TV à ce moment-là. Je ne suis responsable de rien, c'est pas moi. Mais du coup, il a eu un petit peu du mal à retrouver ses jeunes, et donc il est resté bloqué plus de 46 minutes, le temps de le relancer, etc. On ne sait pas quand la panne s'est terminée, donc on chipote, quoi. Et donc ça énerve, etc., etc. Donc ça paraît long, c'est ça que je veux dire. Et puis il y a des anecdotes assez drôles, mais c'est pour l'anecdote du mec qui est dans le noir et qui essaie d'allumer désespérément sa lumière avec son Google Home. Ça marche évidemment pas beaucoup. Mais voilà. Donc tu restes toujours quand tu as un business. Je trouve que tu dois toujours peser le pour et le contre aujourd'hui entre utiliser ces services et la manière dont tu en es dépendant. Est-ce que s'il tombe, ton business tombe? Et pour beaucoup de sites web, si effectivement Google, Facebook, Apple ou qui que ce soit tombe, ces sites sont morts. C'est un risque calculé quelque part. Enfin, il devrait être calculé, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est pas l'idéologie du web. L'idéologie du web, c'est un truc en étoile et pas un truc concentré sur un ou deux services qui ont le contrôle de la moitié de la planète. Si normalement, s'il y en a un qui claque, les autres doivent pouvoir fonctionner. Donc on ne doit pas être dépendant d'une boîte en particulier pour qu'Internet fonctionne. C'est la minute militante. Oui, je pense qu'il y aura du militantisme aussi dans les propos de Sébastien la prochaine fois. Oui, il y en a aussi dans le propos de Denis sur le chat, clairement, qui dit qu'un bon cloud n'est pas celui qui tombe en panne. Je suis d'accord avec lui sur le coup, je pense que la formule est mal choisie, mais celui qui résout rapidement les problèmes. C'est le propos que nous tenait aussi Sébastien d'ailleurs en off lundi, et il a tout à fait raison. Effectivement, il faut apprendre de ses erreurs, et qui ne fait pas d'erreur, à un moment donné, ça devient inquiétant, quoi, quand ça bouge pas. Là, en l'occurrence, 45 minutes, c'est pas, en tout cas pour mon usage d'utilisateur, et je pense que ceux qui l'utilisent gratuitement, comme moi, c'est 45 minutes, c'est pas la fin du monde. Il y en a qui râlent. Moi, je voyais sur Twitter des gens qui hurlaient parce qu'ils n'avaient plus accès à leur machin, etc. Wow, calmons-nous, vous payez pas ce service. Vous en profitez, oui, mais voilà. Mais quand bien même, on n'a pas vu les pubs sur YouTube pendant 45 minutes. Picaboo, tu vas pas me dire que c'est gênant. Non, je vais pas dire le contraire. Non. On en reparlera d'ici quelques instants, j'ai l'impression. Mais donc voilà, tout ça pour dire, il n'y a pas mort d'homme, mais ceci dit, faire reposer son business, et là je te rejoins Sébastien, sur un seul opérateur, etc., il y a un calcul de prise de risque à faire à un moment donné, et est-ce que c'est bien de s'inféoder à un opérateur spécifique sur lequel on n'a aucune prise, parce que à un moment donné, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis sûr que Picaboo
un sujet dont on en reparle encore un petit peu après. T'as vu ça? Oui, non, on en reparlera. On va en reparler. Voilà. Le truc rigolo, moi je trouve ça rigolo, parce qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos avec cette idée-là. Cette imprimante 3D Picabo qui permet de faire des impressions à l'infini. Mais tu vas nous expliquer pourquoi, c'est tout bête, mais c'est malin en même temps. On va expliquer déjà rapidement que les imprimantes, vous en avez 3 types aujourd'hui: cartésienne, delta et core XY. Voilà, en gros. Cartésienne, c'est ce que vous connaissez, c'est le portique au-dessus du plateau qui fait avant-arrière, voilà, on va faire simple. Delta, c'est 3 bras avec la tête d'impression suspendue au bout et qui tourne en rond, ou presque, et qui monte, qui descend, voilà, très bien. Et puis Core XY, c'est un tout petit peu plus évolué techniquement, enfin voilà. Là, c'est le plateau qui monte et descend, et la tête fait avant-arrière, côté droite et gauche, en haut, sans bouger, sans elle monter, descendre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une Core XY. Et là, donc Creality, puisque c'est Creality, la 3D, la boîte chinoise qui est relativement connue pour ses imprimantes, qui sous l'impulsion de Naomi Wu, qui est une youtubeuse assez connue en Chine, et ailleurs d'ailleurs, puisqu'elle fait pas mal dans l'impression 3D, et elle a poussé là en l'occurrence, Creality à prendre à son compte un projet open source qui existait déjà depuis quelques mois, je ne sais même pas si c'est pas quelques années, d'une imprimante qui possiblement pourrait imprimer donc en largeur, en hauteur un petit peu, mais surtout en longueur. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un plateau carré ou rectangulaire, enfin peu importe, sur lequel vous êtes limité par la taille, largeur, longueur, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on fait pas largeur? Ok, bon, on est limité, mais longueur, pourquoi on serait limité? Donc on va mettre un rouleau. Ben oui. Un espèce de tapis roulant qui va avancer au fur et à mesure qu'on imprime. Ouais. Et c'est ça qu'ils ont développé avec cette imprimante qui s'appelle la Creality 3D, Creality 3D C30, CR30 je crois, quelque chose comme ça, oui c'est ça, et qui en ce moment est en train de faire un peu de bruit à droite à gauche parce que effectivement vous pouvez imprimer en longueur autant que vous voulez, pratiquement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il vous faut un atelier de 20 mètres, et si vous avez un atelier de 20 mètres, vous n'en avez même pas assez, parce que potentiellement, si vous avez ce qu'il faut au bout de l'imprimante, vous pouvez imprimer autant que vous voulez. Donc ça, la tête d'impression est à 45 degrés, contrairement à une imprimante normale. Elle se déplace dans un angle 45 degrés, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et le plateau, lui, avance au fur et à mesure. Alors, c'est pas le plateau, c'est le tapis roulant. Le rouleau, voilà. Et c'est une imprimante qui a été mise sous l'impulsion donc d'une youtubeuse qui a regroupé plein de gens qui sont très connus dans l'impression 3D, qui avaient développé par exemple les créateurs de Marlin, qui est le logiciel qui est libre, qui équipe aujourd'hui toutes les imprimantes ou presque d'impression 3D, et donc ces créateurs-là ont participé à la création de cette imprimante et sont en train aussi, et les créateurs de logiciels comme Cura ou ce genre de choses sont aussi dans le move pour essayer de faire évoluer les slicers, donc le logiciel qui permet de créer l'objet qui va être imprimé, et ils sont tous dans cette histoire-là pour faire avancer ce principe d'imprimante qui pourrait devenir relativement développé, même si, on va dire, c'est assez limité en utilisation. Il faut en avoir une utilisation, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui n'imprimez pas des choses qui font plus de 40 cm de long, vous n'avez aucun intérêt à acheter ça. Voilà. Là, il faut c'est une imprimante qui est... Pour ceux qui impriment en long, en large, en travers, c'est plutôt pour ceux qui impriment en long, en fait. En long, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est limité quand même à 17 cm de haut, quand même, à 20 cm ou 21 cm de large. Mais par contre, en longueur, vous n'êtes pas limité. Elle a été mise sur Kickstarter. Si vous la voulez, elle est encore disponible, je crois, à 400 ou 500 €. Elle sera le jour où elle sera sur le marché aux alentours de 990 €, je crois. Quelque chose comme ça. Et elle sortira aux alentours du mois de mars, avril de l'année prochaine. Voilà. Oui, ceux qui font du cosplay peuvent se faire des sabres, du coup. C'est ça. Vous pouvez faire des poutres, vous pouvez faire des enseignes, vous pouvez faire... voilà. Sébastien voulait faire un truc, une poutre, par exemple. Non, je veux pas faire une poutre. Moi, je trouve l'imprimante géniale. Merci pour la news, mais pas spécialement pour faire un truc long, pour faire de la masse.
J'ai eu une fois un truc que je devais imprimer 20 fois. Oui. Et ça m'a série, saoulé. comme dit Benoît. Ouais. Ça m'a saoulé. Et donc là, c'est génial. Ça imprime, ça roule, ça imprime, ça roule. Tant qu'il y a du plastique, c'est parti. C'est génial. Oui, c'est pour ça, comme dit Benoît sur le chat, effectivement, pour faire des petites séries. C'est vrai que c'est bien aussi. Ça aurait bien servi, par exemple, à l'époque où vous fabriquiez des masques ou des visières anti-Covid, j'ai envie de dire. Je pense que quelqu'un s'est amusé à faire ça avec justement un système, mais pas aussi perfectionné que celui-là, de tapis roulant ou voilà. À chaque fois qu'il y avait quelque chose d'imprimé, il y avait quelque chose qui tirait la pièce et pour pouvoir en imprimer une seconde derrière sans devoir avoir nécessairement une implication humaine derrière. C'est ingénieux comme tout, hein. Moi je trouve ça génial, hein. Surtout quand on voit les vieux, voilà, tiens, les petites séries, on en parlait. Quand on voit ça en accéléré, c'est encore plus rigolo. Ça imprime pas aussi vite quand même. Hein. Non, malheureusement, mais voilà, ça va intéresser notre ami Xavier qui, comme toi, Picaboo, s'intéresse beaucoup à l'impression 3D également. Et vous, chez vous, j'imagine que vous allez voir du coup toutes sortes d'applications possibles et imaginables. Du coup, il y avait peut-être des freins à la pression classique. Là, du coup, ça libère peut-être un peu le faiseur, comme j'ai l'habitude de dire, le fabricant, voilà, que vous êtes dans l'âme. Encore un commentaire ou pas? Vous n'avez pas de commentaire? Pas en même temps, par contre. Non, après l'autre. Caramba, encore raté. Sébastien, vas-y. Je disais, c'est hypnotisant de regarder ta vidéo, les trucs qui sortent. Je suis parti pour toute la nuit, vas-y. C'est ça, il va contre des moutons. Non, contre des trucs qui sont imprimés en petite série. Voilà. Bon, Picaboo, tu voulais rajouter un petit truc peut-être pour Non, je disais, la seule limite est quasiment les rouleaux que vous y mettez et la quantité de filaments que vous avez sous la main. Quoi. Bien sûr, oui. Effectivement, parce que ça aussi, on l'a déjà expliqué, il y a une limitation. On ne peut pas mettre un rouleau, la taille du rouleau, à un moment donné, c'est juste pas possible. Donc il va falloir... C'est quoi les rouleaux les plus importants, enfin les plus... Avec le plus grand contenant? Je pense que vous avez du 5 kg. 5 de kilos. rouleau, c'est-à-dire... Ah oui, déjà avec 1 kg vous en faites, alors avec 5 kg... Ouais. 5 kilos, on imagine, parce que c'est des petites pièces en plastique en petite série, c'est pas très très lourd, 5 kilos, on peut déjà y aller, quoi, oui, effectivement. On passe à la suite. Ouais. Parce qu'il faut vous le dire, messieurs, dames, Picaboo avait... il faut que je le précise, avait une chaîne YouTube. Bricolo encore un tout petit peu. Ouais. Bricolo et Mulot, ça s'appelle. Je vous conseille vraiment, je vous dirai après où aller le voir. J'ai encore regardé hier ou avant-hier, j'étais sur ta chaîne et je regardais, t'avais fabriqué un pied pour un clavier d'ordinateur, hein, mais avec des pièces récupérées dans un atelier, dont une rotule ou enfin en tout cas un axe de trottinette, voilà. Et Picaboo fait des trucs comme ça. Pour enfants. Et il détourne des objets pour en faire d'autres, à coups de scie sauteuse, de visseuse, de poste à soudure, etc. Et il en a fait une chaîne YouTube que tu es en train de fermer progressivement parce que tu en as un petit peu marre de voir passer tant de là-dessus, mais en gros, t'as pas trop envie qu'il y ait de la pub sur ta chaîne, tu le fais pas pour ça, et il n'y a aucune raison, tu l'estimes à juste titre sans doute, que quelqu'un fasse du pognon sur ton dos, donc voilà, et donc tu as choisi une alternative pour héberger tes vidéos, et l'alternative choisie, c'est Peertube, qui est un système peer-to-peer, comme à la belle époque du MP3, qui permet d'échanger des vidéos sous cette forme-là. Voilà, j'ai fait l'introduction, à toi de faire le reste. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on fait... Il y a aujourd'hui plusieurs moyens de ne pas aller sur YouTube. Alors, bon, vous pouvez y aller, vous êtes libre, comme tout le monde. Mais YouTube, Google ayant annoncé qu'ils allaient mettre de la pub partout, y compris sur les vidéos qui n'étaient pas monétisées à la base, c'est vous qui allez choisir si vous voulez voir de la pub partout ou pas. Et moi, j'ai choisi de pas rester sur Monsieur YouTube, mais d'aller voir ailleurs. Et ailleurs, il y a d'autres solutions. Il y a Vimeo, il y a Dailymotion, il y a tout ce que vous voudrez. Mais par exemple, quand moi je fais une vidéo de 5 heures, je peux pas aller la mettre sur Monsieur Vimeo, sur Monsieur Dailymotion. D'abord, il va me faire payer, puis ensuite, je suis pas sûr qu'il soit très content que ça fasse 5 heures. Donc, j'ai fait depuis 1 ou 2 ans, j'ai été voir si ailleurs il existait autre chose. Et puis, il y a Framasoft, il y a quelques années, alors je sais pas combien de temps ça fait, il y a 2-3 mois, 2-3 ans plutôt,
Framasoft, qui est une association qui promeut le libre, et qui fait plein de services libres, a pour but aussi de dégoogliser un petit peu Internet. Voilà, ça va plaire à Sébastien. Ils vont dégoogliser un petit peu Internet avec plein de solutions alternatives aux services de Google, entre autres de YouTube. Et l'un des services de Framasoft qui est en place depuis maintenant 2, 3, 4 ans, je sais plus exactement, c'est Pertube, qui est un système de partage de vidéos via des instances, donc qui sont réparties sur des serveurs privés ou professionnels. Certaines entreprises peuvent louer une petite partie de leur serveur, installer une instance Pertube dessus et louer ou prêter tout bêtement, un peu d'espace dessus pour que les vidéos soient mises en partage. Et elles sont mises en partage via le système peer-to-peer, pardon, P2P, qui servait avant la guerre à faire à l'époque Napster et autres, à une certaine époque, et qui maintenant est repris pour faire du partage de vidéos, alors que ça servait aussi à partage de fichiers, etc. Mais là, c'est du partage de vidéos. Et ça commence à ressembler pas mal à ce que fait YouTube, alors à son petit niveau, puisqu'aujourd'hui c'est toujours un peu en développement, enfin un peu beaucoup en développement, il n'y a pas énormément de monde qui travaille dessus, je crois qu'ils sont une petite équipe, donc c'est pas énorme, et il y a quelques fonctions qui vont arriver là d'ici janvier, puisque courant du mois de janvier, et même un peu plus tard dans l'année, il y a des fonctions comme le live, le stream et le live qui vont arriver sur Pertube. Il y aura probablement du chat aussi qui va arriver. Vous aurez la possibilité de mettre des appréciations comme sur YouTube, pareil, la même chose. Alors, on peut après critiquer Pertube parce que effectivement, c'est du libre, c'est moins contrôlé. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'y mettre ce que vous voulez, mais vous y trouvez aussi tout et n'importe quoi. Donc, ça a du plus et du moins. Ça dépend un peu comment sont administrées les fameuses instances dont tu parlais. Il y a des gens qui sont un peu plus regardants que d'autres et qui ont raison et qui font ça proprement, intelligemment, etc. Et puis il y en a d'autres qui laissent un petit peu les vannes ouvertes. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'ai presque envie de dire. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est un petit peu, ça c'est franchement, c'est voilà. On peut reprocher ce qu'on veut à YouTube, mais c'est bien tenu, de manière générale. Oui, mais peut-être même un peu trop. Peut-être. Certains créateurs diront ça pose quelques problèmes d'appréciation parce qu'effectivement, oui, avec la quantité de vidéos qui passent par YouTube, faire ça à la main, c'est pas simple. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on se frotte à la problématique des droits, à la problématique de la tonalité du contenu. On va dire ça pudiquement. Donc voilà, c'est intéressant d'en parler. C'est l'occasion de parler de cette alternative-là. Il y en a d'autres qui sont en train de voir le jour. Je sais que Sébastien, s'il y a un petit peu frotté, on en a parlé il y a pas longtemps, donc c'est frais dans sa tête. J'étais un petit peu frotté, mais d'un point de vue purement là pour le coup tech sur cette solution Peertube, tu auras 2-3 petites choses à en dire, mais de manière plus globale peut-être. Est-ce que toi tu vois des alternatives potentiellement efficaces qui permettraient de faire pas du YouTube parce qu'on n'aura pas la puissance de feu de Google, mais qui permet quand même à des créateurs de mettre à disposition du contenu. C'est ça l'objectif. Tu as coupé ton micro, je pense. Vas-y. C'est revenu. Comme ça, je faisais pas de bruit. Ouais. Et donc, oui, j'en ai vu une autre, mais je sais pas à quel point encore c'est hyper fonctionnel pour l'utilisation sur un portail. En tout cas, c'est basé sur une techno qui, elle, est fonctionnelle, mais est encore assez jeune. Je pense que ça fait que 2 ou 3 ans. C'est l'IPFS. Et effectivement, il y a cette même volonté de pouvoir distribuer de la vidéo. Alors l'IPFS, c'est tu vas recevoir un genre de hash et grâce à ça, tu vas pouvoir aller chercher tous les blocs de tes fichiers qui sont hébergés un peu partout et où, y compris chez toi. Donc c'est le but de l'IPFS, c'est pas juste de faire de la vidéo, c'est vraiment d'avoir un genre de file system
C'est d'ailleurs son nom, le système, et IP, donc un file system d'internet où on peut stocker tout ce qu'on veut tant qu'on a de la place, et on n'utilise pas la place de ta machine, mais la place de toutes les machines qui sont connectées à l'IPFS du monde entier. Donc ça peut potentiellement être énorme. De là, c'est un peu sur cette techno-là. Maintenant, comme tu le disais, oui, il n'y a pas le curage qui est prévu derrière, donc c'est pas toujours aussi drôle. Et alors, c'est une news que j'aurais pu mettre, j'ai hésité, et puis je me dis, non, elle aurait pu aller dans les W, mais dans le même genre de sujet et de curage. Il y a un autre site, hier ou avant-hier, qui héberge des millions et des millions de vidéos, et qui s'est fait épingler par un célèbre journal américain, et qui en un coup, lui, a fait un curage de 80% de ses vidéos. Ouais. Donc, dans le genre, ça pique un peu. Alors, si vous savez quel site c'est, pas besoin de le mettre en commentaire, on a envie de rester ouvert. Oui, c'est ça. Parce que là, voilà, la limite, elle est là. La limite dont on parlait, elle est absolument là. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il y a, quand on crée du contenu, il y a une prise de responsabilité sur le contenu qu'on fait. Si on raconte des carabistouilles, par exemple, dans ce podcast ou dans cette vidéo qu'on le diffuse, on a une part de responsabilité, mais la personne qui l'héberge aussi a sa part de responsabilité. Ça dépend un peu des pays, ça dépend des législations, ça dépend, voilà. Mais on peut comprendre qu'à un moment donné, il y ait cet aspect un peu, l'aspect légal, purement et simplement, qui doit passer un petit peu avant tout ça, toutes les considérations aussi, effectivement. J'ai vu d'autres trucs, hein. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est aussi pour ça que il y a pas mal d'instances Pertube, donc des serveurs qui sont ciblés en termes d'utilisation et sur lesquels on ne peut pas mettre n'importe quoi. Ouais. Donc par exemple, vous avez des gens qui font de la vulgarisation scientifique, par exemple, qui sont regroupés sur certains serveurs. Voilà. Et des gens qui font de la vidéo, de la création vidéo sur d'autres serveurs, ou de l'information sur des serveurs spécifiques. Oui, c'est thématisé. Ils se sont un peu... Voilà, c'est thématisé. C'est plutôt malin. Voilà, si ça part donc comme ça, c'est intéressant de le voir. Et puis tu as aussi des créateurs de contenu. Je l'ai en tête parce qu'on en a parlé, parce que voilà, je l'avais relevé. Monsieur Bidouille, qui a une chaîne YouTube par ailleurs qui est assez visitée, il a sa propre instance, parce que je pense qu'il est professionnel de la profession de l'hébergement, de machin, etc. Et donc il a sa propre instance, et il met son propre contenu sur sa propre instance, qui est partagé par ailleurs par ceux qui le veulent sur les autres instances. Voilà. Allez jeter un œil sur Peertube. Je pense qu'il y a un site web qui reprend tout. Hein. Vous avez même maintenant si vous cherchez des vidéos, vous avez même un moteur de recherche maintenant qui permet de rechercher des vidéos suivant le sujet que vous voulez trouver. Voilà. C'est plus simple. Ça évolue gentiment, et puis voilà, on va voir où ça va à un moment donné. Ça va être sans doute intéressant aussi d'aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là pour les créateurs de contenu que nous sommes, mais peut-être là ou ailleurs, peu importe. Toutes les alternatives sont bonnes à aller observer, j'ai envie de dire. On peut passer peut-être à la suite. Tant qu'à faire, allons-y. Est-ce comme sécurité? Sébastien, il a encore trouvé un truc qui est pas piqué des hannetons. Je ne sais pas où tu as trouvé ça. Il paraît qu'il y a des gens qui ont généré des signaux Wi-Fi, mais pas avec ce qu'il faut. Oui, alors c'est Sébastien qui me l'a filé, celui-là. Tous les crédits viennent à Sébastien. Je ne sais pas où il l'a chopé, mais effectivement, il est pas mal. Il était au taquet cette semaine, Sébastien. Il était cool. Oui. Et en plus, sur les 80%, on était déjà sur les mêmes sujets, tu vois. Même prénom, même sujet. Ouais. C'est assez amusant. Alors, je voudrais rassurer, parce que je vois qu'il y en a un qui dit « Salut, j'arrive à un poil tard ». On est au deuxième sujet. Et encore, on est au tout début. Oui, Picaboo a l'habitude de faire des vidéos de 5 heures, ce qui explique cela. C'est ça. Maintenant, vous êtes prévenus. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un papier scientifique effectivement sur lequel Sébastien est tombé, qui est assez intéressant. Alors le but était par les chercheurs de réussir à sortir une information d'un PC qui n'est pas connecté. Donc vous avez des entreprises dans lesquelles effectivement il y a des secrets importants,
ou des machines qui ont des contrôles, on peut comprendre assez facilement de trucs importants qui ne doivent pas être sur Internet, et donc ils sont pas sur le réseau, ils sont pas connectés à quoi que ce soit, et on sait rien en sortir. On en a déjà parlé par le passé de méthodes pour réussir à sortir des données de ces machines, parce qu'ils essayent tout et n'importe quoi. Une fois, on avait réussi avec la LED du disque dur, hein, et qui faisait et donc ou d'autres trucs. Il y a eu un mythe il y a très longtemps, à l'époque où c'était encore les modems 26.6, tu vois, les petits modems téléphones qu'on branchait sur la ligne téléphonique. Il paraît que quand on pouvait aussi avoir quelques informations justement en regardant la LED qui clignotait quand on faisait la connexion. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une information qui circulait. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais voilà. Ça dépend des modems, de ce qu'ils mettaient sur la LED, mais c'est pas fondamentalement impossible. Parce qu'au final c'était de l'analogique et la LED s'allumait suivant du trafic sur ton truc. Donc, mais bon, en 56K, t'avais intérêt à aller vite. Mais donc ici, ils se sont dit, ok, on va faire quelque chose d'innovant, et l'innovant, c'est réussir à utiliser les barrettes de RAM, parce que c'est des fréquences qui sont quand même assez hautes, et grâce aux barrettes, on réussit à générer des champs électromagnétiques, et on va pouvoir les capter grâce à des simples antennes Wi-Fi classiques, donc que ce soit après à côté avec ton GSM, avec un laptop à quelques mètres, et donc ils balancent des informations en mémoire, et ils ont réussi, et c'est quand même assez fort, grâce aux informations qui balancent à des endroits spécifiques, à ce que ça génère un champ électromagnétique suffisant que pour pouvoir être capté de l'autre côté. Donc les mecs, ils sont vraiment balèzes. Maintenant, faut dire que la data, bon, ça n'a pas été exploité, c'est juste quelques chercheurs ici sans vouloir décrédibiliser le truc, donc ils n'ont pas cherché la performance, ils ont cherché l'exploit, et dans l'exploit ici, ils ont réussi à passer 5 lettres, et ça, tu vois que ça prend quasi 1 seconde par lettre, hein, donc on n'est pas sur quelque chose de très rapide. Maintenant, c'est totalement non détecté. Ici, c'est parce que tu as le gars à côté qui récupère le truc. Si tu arrives à le faire de manière non détectée, et tu as tout ton temps pour exfiltrer le document comme tu le veux. Donc, le problème reste toujours après de faire réussir à installer le logiciel sur la machine qui n'est pas connectée au réseau. Pour ça, en général, c'est l'humain qui se fait avoir, sur lequel on envoie un truc et qui met sa clé USB dedans. Et il y a plein d'exemples par le passé où ça a été le cas, hein, comme en Iran il y a quelques années, targeté par le virus. Bon voilà, je trouve ça technologiquement, ça sert à rien pour nous. L'exploit, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir réussi à utiliser les barrettes de RAM pour balancer des datas. Ça me fait un peu penser à une toute autre époque où on s'amusait, enfin moi je me suis amusé à ça à une époque, c'était d'enrouler un fil de cuivre autour du fil du téléphone et de réussir à capter les conversations, donc sans couper dans le fil, sans souder quoi que ce soit, juste en plaçant une petite self en fait, hein, sur le fil du téléphone. Il y avait moyen d'entendre des choses, des bribes, machin. C'est un peu le même principe, hein, c'est récupérer un signal d'une manière ou d'une autre. Ah, voilà, c'est... Oui. Il y a une vidéo pour les curieux, dans le papier, il y a une vidéo sur YouTube qui montre la démo. Et donc il y a un PDF dans le lien, et dans le tout début il y a une vidéo YouTube, et vous voyez pas les données passer, hein, mais vous voyez l'ordinateur d'un côté et les lettres s'afficher de l'autre. Donc, ok, bon ben voilà, amuse-toi avec tes barrettes de RAM, on appellera ça comme ça. On arrive tout doucement au bout de cet épisode qui est pas beaucoup plus long que les autres. Finalement, si on ne traîne pas trop, là, on va être encore dans le timing raisonnable, on va dire. Moyenne haute, mais raisonnable tout de même. V comme viande. On va parler de viande dans un podcast technologique, pourquoi pas. Hein, on sait qu'on peut cultiver de la viande maintenant en usine. On a vu des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à en dire, Picaboo? Alors, je suis tombé à quelques jours d'intervalle sur 2 news. Donc je vais d'abord vous expliquer la deuxième, mais qui vient entre contrebalancement avec la première, qui m'avait
comment dirais-je, passablement surpris, on va dire, pour être clair. La première et la deuxième news sur laquelle je suis tombé est le fait qu'on arrive maintenant à cultiver de la viande en laboratoire. Que c'est quelque chose qui est maintenant admis. Alors, je vais pas vous faire tout le résumé de l'article parce qu'il est assez long, détaillé, etc. Le pourquoi du comment, c'est mieux, c'est pas bien. Etc. En gros, pour simplifier, on sait le faire. Il y a maintenant, alors je crois, c'est Singapour qui a maintenant autorisé la vente de cette viande au grand public. Elle est donc cultivée dans des laboratoires sur la base de cellules souches animales, de veaux principalement, ou de vaches, voilà. Ça pose quand même, c'était à la base pour résoudre un problème qui est que, effectivement, la nourriture, enfin la viande fabriquée par les vaches elles-mêmes, voilà, est en fait très peu rentable en termes de bio, comment ça s'appelle, la transformation de ce qu'elles mangent par rapport à ce qu'elles fournissent en viande. D'accord. En gros, c'est 15%. Voilà. Oui, ça veut dire que pour 100 grammes d'herbes mangées, elle ne génère que 15 grammes de viande. Bon. Donc, en termes de pollution, d'eau, etc., de nourriture, etc., c'est assez considérable, on va dire, écologiquement parlant. C'est pas très agréable. Maintenant, ils ont dit, pourquoi on fait pas ça en laboratoire, puisque ça veut dire qu'à ce moment-là, on va cultiver de la viande en laboratoire, la rentabilité sera bien meilleure, beaucoup plus haute, et donc on aura une viande qui potentiellement d'abord aura meilleur goût que les viandes qui ont été des essais avec du soja, avec ce genre de choses dont le goût n'est pas génial. Et là, ils ont dit, c'est de la viande de base, c'est des cellules de viande, donc ça sera forcément bon. Mais ça pose aussi des problèmes, à savoir que les différentes études ont prouvé que, a priori, celles qui avaient été faites en 2011 n'étaient pas complètes, et que donc on ne gagne pas autant d'énergie, enfin on consomme beaucoup plus d'énergie que ce qui avait été estimé à l'origine, et une étude récente tend à prouver qu'en fait, ils n'ont pas pris en compte toutes les contraintes d'élevage de cette viande en laboratoire, et que donc avec tout ce qu'il faut à côté pour l'élever, plus tout ce qu'il faut pour la protéger, puisque quand vous élevez de la viande en laboratoire, ça élève aussi des bactéries, donc il faut éliminer ces bactéries, éviter de les manger, parce que vous n'avez pas envie de manger des steaks de bactéries, forcément. Donc il faut des moyens, c'est quasiment des laboratoires qui sont des salles blanches, ça coûte des sous, ça consomme de l'énergie, ça génère pas mal de déchets aussi, effectivement. Donc au global, c'est peut-être pas aussi rentable que ça. Et c'est à mettre en contrebalancement avec une news que j'avais lue il y a quelques jours avant, et là, je vous souhaite bon appétit, qui est que certains scientifiques ont développé la possibilité d'un steak qui s'appelle le steak Ouroboros. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais voilà. Qui est un steak à base de cellules humaines. Voilà. Donc, le bon miam miam. Le bon miam miam. L'idée étant que, alors pour l'instant, c'est encore il y a aujourd'hui une bouchée de cette viande qui est en exposition dans je ne sais plus quel muséum à Londres, je crois, Design Museum à Londres, qui est mangeable. C'est parfaitement comestible. Par contre, cette viande développée n'est aujourd'hui pas autorisée à la vente. Voilà. Elle est développée sur la base de cellules humaines et le principe serait que chacun puisse développer sa propre viande à partir de ses propres cellules. Donc, avec des cellules récupérées dans la joue de chacun, que vous faites mariner pendant 3 mois et ensuite que vous faites développer. Cette viande, vous pouvez donc fabriquer votre propre viande et ensuite la déguster. Voilà. Ça m'a fait. Alors, les créateurs de cette viande disent que ils ont essayé de trouver une solution intermédiaire, à la maltraitance des animaux à qui on prélève des cellules souches. Et en plus au fait que la façon d'élever de la viande artificielle entre guillemets consomme énormément d'énergie, n'est pas très écologique, etc. Ils considèrent que si chacun le fait chez soi, c'est plus intéressant. Je ne sais pas. Voilà. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Ça tiendra le mieux. Un petit peu. Ça tiendra le mieux de W comme oui mais non. J'ai l'impression ce V comme viande. Oui, j'aurais pu le mettre dans oui mais non. Ouais. Ben oui, c'est ça. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Est-ce que ça lui va avoir l'appétit, peut-être. Je sais pas. Et en plus, un W en France, il est quand même le dire un V, donc c'est bon. On était là en viande, on était bon. W comme viande.
C'était bon. Il y a un point sur lequel Picaboo a pas beaucoup insisté et qui, personnellement, moi, m'intéresse plus sur ce type d'aliment. Pas le deuxième, hein, soyons d'accord. Oui. Un vrai bon steak de vache, mais totalement généré. C'est juste les conditions animales, tout simplement, parce que voilà, c'est juste respect des bêtes. Pour avoir été passer une fois une soirée invité par un client à côté d'un abattoir, d'entendre les centaines de vaches hurler à la mort, quand tu rentres à la maison, t'es pas très fier. Parce que tu te dis, ceci dit, t'as l'odeur de la mort et ce bruit. Non, faut être clair, c'est pas agréable. Enfin, c'est agréable surtout c'est pas agréable pour la vache. faut être très clair. Mais ce qui est bizarre, c'est que, enfin, on va pas en faire tout un débat ici, mais les antispécistes, les véganes, machin, etc., sont pas pour les steaks fabriqués en usine non plus. Voilà, c'est très bizarre ça par contre, parce que là, on tue pas la vache, hein, on prend juste des cellules souches. Elle reste en vie la vache, voilà. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Bon, alors je serai un demi-vegan. Je prendrai des steaks, mais que des steaks. Voilà. On était un peu long sur cet épisode, mais c'est pas grave, hein, ça peut nous arriver de temps en temps. J'ai toujours dit que je voulais pas qu'on se limite trop non plus, hein, du moment que ça reste écoutable. En même temps, vous n'êtes pas obligé d'écouter dans un seul jogging non plus. Vous pouvez faire plusieurs joggings, ça ne pose pas de problème. Je voulais juste rajouter rapidement un petit truc. J'en ai parlé dans le off. Si vous suivez le off, je vous envoie vers le off ou sur notre blog. Sur notre blog, vous trouverez un article, par exemple, celui-ci, où on parle de nos flux. Si vous nous écoutez aussi en podcast, ça va vous intéresser. On fait un tout petit peu le ménage sur nos différents flux et on va rester avec les flux principaux, ceux qui ont un logo bleu. C'est facile à retenir. Ça veut dire que le flux orange et le flux vert, qui sont respectivement uniquement les épisodes hebdomadaires et uniquement les hors-séries, vont disparaître à terme. Donc, si vous voulez pas nous perdre, et on ne voudrait pas vous perdre non plus, allez vous abonner aux flux qui ont une couleur bleue, soit en vidéo, soit en audio. Voilà, c'est juste que je voulais rajouter. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Oui, Seb. Pour David qui est daltonien, donc c'est le flux rouge et orange, et pour Christophe qui ne voit pas les couleurs, c'est les flux à gauche. Les flux de gauche, pensez à tout le monde, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas oublier ce détail, mais un détail important tout de même. Tout ça pour vous dire que ça va se faire d'ici la fin de l'année, donc 1er janvier. On n'alimentera plus les flux hors série et le flux hebdo. On sera juste sur un seul flux RSS, un seul podcast. Ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde et pour nous aussi, du coup. Donc voilà. Et bien sûr, on continue sur YouTube en ce qui nous concerne, en vidéo. Et les hors-séries, justement, spécifiquement, quand il y en aura, seront spécifiquement en vidéo, que ce soit sur le podcast vidéo, parce que ça existe, ou alors sur la chaîne YouTube, ou peut-être sur une alternative, qui sait, on verra bien dans les semaines, les mois qui viennent. Voilà. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Twitch depuis maintenant 1h31. C'est marqué au-dessus, donc c'est facile à... Voilà, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, hein. On essaye d'avoir le plus d'abonnés possible, on a 82 followers sur Twitch, c'est pas énorme, hein. Ce serait bien que d'ici la fin de l'année on en ait 100 par exemple. Allez, on va se fixer un objectif, recruter du monde les gens, n'hésitez pas à dire aux gens de venir suivre notre chaîne Twitch, et donc ce serait bien qu'on atteigne 100 followers d'ici la fin de l'année, et 10 000 sur YouTube, là il y a de la marge quand même. Il va falloir galérer. Merci Picaboo, et on se dit à très bientôt, à l'année prochaine du coup, en ce qui te concerne, et donc meilleurs vœux du coup. Merci Seb, on se retrouve quant à nous avant la fin de l'année, je pense, hein, avant la Saint-Sylvestre, comme on dit dans ce cas-là. N'oubliez pas la série, je vais vous donner un indice parce qu'apparemment ils rament tous, ça commence par un F. Voilà, ah oui, c'est ça, n'oubliez pas en commentaire, n'oubliez pas de faire des commentaires, parce que ça titille les algorithmes, et mettre des pouces, etc., et les étoiles sur les applications de podcast, patati patata. Merci à vous, merci tous les deux, à très bientôt, salut, ciao ciao. Bientôt.